Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Oui, il faut investir dans les services publics, mais attention, il faut contenir nos dépenses. Oui, il faut taxer, mais attention, il faut attirer les investisseurs étrangers. Oui, il faut augmenter les salaires, mais attention à la productivité, à la valeur ajoutée au patronat qui pourrait partir ailleurs. Bref, tout ce pragmatisme, cette raisonnabilité, ce oui, mais il faut faire avec les contraintes extérieures, tout cela est lié à un mot, la compétitivité. On doit être compétitif, on doit être plus productif, moins cher, toujours moins cher, alors il faut travailler plus longtemps, on doit coûter moins cher à la société. Et si ces politiques de compétitivité qui apparaissent et sont vendues comme indispensables, et avec lesquelles nous devons composer depuis 30 ans, nous menaient finalement droit dans le mur, l'impasse de la compétitivité, c'est le nouveau livre de Benjamin Brice, docteur en sciences politiques à l'EHESS. Il paraît ce 13 septembre aux éditions Les Liens qui libèrent, c'est l'instant éco. Bonjour Benjamin Brice. Bonjour. Alors dans ce livre, vous avez décidé de vous attaquer à la compétitivité, c'est pas rien, aux politiques de compétitivité plus précisément, qui finalement dictent nos orientations socio-économiques depuis plusieurs dizaines d'années. Pourquoi ce thème ? Je me suis aperçu aujourd'hui, et je crois que c'est un constat qu'on est nombreux à faire, qu'il y a une certaine impuissance politique face à de nombreux problèmes qui se posent à la société. J'en recense en introduction. La crise climatique, bien sûr, mais également le sous-investissement dans les services publics ou les inégalités entre différentes classes sociales. Et à chaque fois, quand on essaye d'avoir des politiques résolues pour résoudre ces problèmes, ou en tout cas pour apporter des solutions, il y a un grand enjeu qui s'intercale en quelque sorte, une sorte d'atout qui vient couper notre volonté d'agir, c'est la compétitivité. Bien sûr qu'il faudrait agir pour l'environnement, pour les services publics, pour les inégalités, mais le problème, c'est qu'il nous faut être compétitifs dans un monde de compétition. Donc justement, vous vous attaquez à cet argument dans ce livre, on va bien évidemment revenir dessus. Il y a dû avoir une adaptation, voire un asservissement ou même une dépendance à la mondialisation qui est imbriquée depuis plusieurs dizaines d'années dans tous les partis, même quand la gauche de François Hollande était au pouvoir. Vous écrivez, son diagnostic restait fondamentalement le même que celui de ses prédécesseurs, déficit de compétitivité des entreprises, niveau excessif des dépenses publiques, rigidité du marché du travail. Stéphane Le Foll, porte-parole du gouvernement, ne déclara-t-il pas en janvier 2014 « La politique de l'offre n'est ni de droite ni de gauche, elle est nécessaire ». Comment cet argument de la compétitivité est devenu aussi imbriqué et comment on s'en sort ? Vaste problème. Mais disons que c'est difficile de donner une date, mais à partir des années 1970-1980, la mondialisation, en quelque sorte, s'est accélérée. Quand on regarde le taux d'ouverture de la France, c'est-à-dire la part des échanges commerciaux dans le PIB, il était relativement faible dans les années 60 et il n'a fait qu'augmenter depuis pour arriver à des niveaux 4 ou 5 fois plus élevés qu'à l'époque. Si on regarde les marchés de capitaux, si on regarde les investissements directs à l'étranger, les profits des multinationales à travers le monde, etc., la mondialisation s'est réellement approfondie. Comme en parallèle, la France et la plupart des pays européens ont fait le choix d'une construction européenne tournée vers le libre-échange, eh bien, cette contrainte extérieure est devenue beaucoup plus forte qu'elle ne l'était, par exemple, au temps des 30 Glorieuses. Donc, ce que j'essaye de dire, c'est que le souci de la compétitivité, est un souci légitime dans le sens où il y a des réalités derrière qui font que la contrainte extérieure est de plus en plus importante. En revanche, il y a également des problèmes, et c'est ce que j'essaye de dire dans le livre, c'est d'une part les politiques de compétitivité qui ont été menées et qui ont été plus ou moins les mêmes au cours, disons, des derniers mandats présidentiels, que ce soit la droite, la gauche ou le centre au pouvoir. Ces politiques de compétitivité n'ont pas porté leurs fruits. Et la deuxième chose, c'est que l'impératif de compétitivité qui est paru tellement important à partir des années 1980, aujourd'hui doit être relativisé avec les autres impératifs qui s'imposent à nous. L'impératif écologique, bien sûr, qui a une implication pour la vie de notre nation, mais également l'impératif géopolitique qui nous demande, par exemple, plus de résilience, qui n'est pas du tout la même chose que la compétitivité, ou un certain impératif de cohésion sociale face aux défis que nous allons devoir relever dans les décennies à venir. Donc, remettre cette contrainte de la compétitivité au sein des différentes contraintes qui pèsent sur l'action de la France. Parce que c'est vrai que l'argument de compétitivité a fait que ça agite un peu la peur, en fait, en disant oui, nous aussi, on est contre la désindustrialisation, mais vous comprenez, les emplois, il faut qu'on soit compétitif, etc. Ça a été quand même une bonne excuse à beaucoup de politiques appliquées. Et c'est vrai qu'on se dit,
même des gens qui sont extrêmement frappés par les conséquences de la mondialisation et de ces politiques-là se disent « Ah bah c'est vrai qu'on ne peut pas dépenser parce que j'ai peur que tout s'effondre, que j'ai pas de travail, etc. » Vous nous dites que ces politiques de compétitivité, c'est finalement un échec par rapport aux nombreux défis et enjeux en cours, vous venez de le dire, social, écologique, économique, géopolitique. Vous avez listé plein d'exemples sur ces échecs. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous dire pourquoi ça ne marche pas ? Alors, c'est très compliqué parce que de nombreux pays ont mené des politiques de compétitivité qui n'ont pas eu les mêmes effets que celles menées en France. Disons que le cas de la France, c'est toujours difficile à analyser, mais le cas de la France, c'est dans les années 80, le Parti socialiste qui arrivait au pouvoir avec un programme qui n'était pas du tout tourné vers la compétitivité et qui, en quelque sorte, sans doute pour une partie des dirigeants, ils avaient déjà ça en tête, mais avec l'aggravation du déficit commercial, avec la pression extérieure, ont complètement changé de cap et ont décidé de miser sur la construction européenne plutôt que la construction du socialisme. Mais ça s'est fait, en tout cas au sein du Parti socialiste, sans que ce soit totalement assumé, et même très loin de là. Le discours de la gauche, en tout cas du Parti socialiste, est resté très anti-libéral, très anti-compétitivité, etc. pendant très longtemps. Donc, des mesures ont été prises à partir des années 80 et 90 dans le sens de l'intégration européenne et de la compétitivité, mais en même temps, le discours est toujours resté réticent. Il y a sans doute eu plus de demi-mesures que dans des pays comme le Royaume-Uni ou les États-Unis, où là, les politiques ont été extrêmement brutales et avec des conséquences sociales encore plus dramatiques. Mais d'autres pays comme, par exemple, les pays scandinaves, qui ont misé sur la compétitivité hors prix ou hors coût, avec l'innovation, la formation, etc., ont réussi à tirer leur épingle du jeu en se spécialisant dans des industries à plus forte valeur ajoutée. Même chose pour l'Allemagne, qui avait déjà une grande spécialisation industrielle et qui, à partir des années 2000, a fait ce qu'on pourrait appeler, pour le dire franchement, un certain dumping social vis-à-vis des autres pays, en faisant stagner les salaires et qui a permis de conquérir d'importantes parts de marché. Donc ce sont ces modèles que les Français, en tout cas les dirigeants français, ont voulu rattraper dans les dernières décennies. Mais ça n'a pas marché. Quand on voit l'état du déficit commercial de la France, nous sommes le seul grand pays européen dans une situation qui, on pourrait dire, presque catastrophique. Donc, nous consommons beaucoup plus que ce que nous produisons et ce que nous exportons. Donc, nous consommons de moins en moins de produits que nous fabriquons nous-mêmes. Et en même temps, ce que j'essaye de dire, parce que le discours est de dire, bon, ça n'a pas encore marché, mais il faut aller encore plus loin pour que ça marche cette fois-ci, c'est que d'abord, les conditions ne sont plus du tout les mêmes que celles des années 1980 et 2000. Le dumping social peut marcher quand il est fait dans un seul pays, quand tous le font, nous sommes tous perdants. Et deuxièmement, les autres contraintes, notamment les contraintes écologiques, géopolitiques, sociales, etc., font que ce qui pouvait apparaître comme raisonnable dans les années 80, on n'aura pas fini d'en parler, en tout cas me semble totalement déraisonnable au début des années 2020. Puis après, il y a des grosses conséquences sociales à ce dumping. C'est des salaires très bas, une précarisation. On a vu vraiment une précarisation du peuple français et même européen ces 20-30 dernières années. Alors, j'essaie de tourner ça donc vers la question du déficit commercial. Je sais que le déficit commercial n'est pas une notion très, attirante, attrayante, et surtout à gauche, parce qu'elle est plutôt mobilisée par les élus du centre et de la droite pour dire il faut faire des efforts et il faut couper les dépenses dans les services publics. Mais la question du déficit commercial est très importante, parce qu'après, disons, 15 ans de réelle politique de compétitivité, disons, depuis la crise de 2008, le rapport Attali, le rapport Gallois, etc., après 15 ans de vraie politique de compétitivité, le déficit commercial atteint des niveaux records en France. Et même si on enlève l'énergie qui fluctue, et on sait qu'aujourd'hui le coût de l'énergie a beaucoup augmenté, le déficit manufacturier, donc vraiment pour tous les objets industriels et les produits agroalimentaires, le déficit manufacturier bat des records en France année après année sous le quinquennat d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce que ça veut dire ? Plus de déficit commercial, c'est plus de dépendance vis-à-vis de l'étranger, donc moins de résilience de notre économie et plus de dépendance vis-à-vis des fournisseurs. Ça veut dire un problème écologique, parce que quand on préfère acheter des produits moins chers venant de pays lointains, par exemple comme la Chine, eh bien on sait bien que non seulement l'électricité pour les produire est beaucoup plus carbonée, mais en plus les conditions environnementales et sociales sont beaucoup moins bonnes que si c'était produit en France, donc un coût écologique, un coût social,
parce que le déficit commercial montre la désindustrialisation de la France, moins d'emplois industriels. C'est notamment une certaine précarisation des classes populaires, à qui on propose maintenant des emplois de service dans les métropoles souvent très précaires, et un déséquilibre territorial, parce que la concentration dans les métropoles est un vrai problème social pour les gens qui ne sont pas capables de se loger dans les métropoles. Pour les ouvriers et les employés, c'est presque impossible de se loger dans les métropoles, alors que les emplois industriels avaient comme avantage d'être dans des villes moyennes où le coût du logement était beaucoup moins important. Et la dernière chose de ce déficit commercial, c'est que pour contrer ce déficit commercial, enfin en tout cas pour le financer, nous sommes obligés de nous endetter en permanence vis-à-vis du monde extérieur. C'est-à-dire que la position de la France par rapport aux autres pays en termes de dette n'a cessé de se dégrader au cours des 20 dernières années. Bien, tout ça a un coût qu'on voit sur le déficit public parce que le débat public est obnubilé par le déficit public, mais c'est la traduction de ce déficit commercial qui fait qu'en fait, nous consommons plus par rapport à ce que nous pouvons nous payer. Nous nous endettons pour ça. Et en retour, ce sont les politiques qui ont été mises en place par François Hollande, mais également par Emmanuel Macron, une certaine austérité du côté des services publics. Justement, on en reparlera, mais c'est vrai que donc, pour bien expliquer, le déficit commercial, ça veut dire qu'on exporte, mais on importe surtout aussi énormément et qu'on consomme beaucoup plus que ce qu'on produit. Et Emmanuel Macron partageait ce même constat que vous en 2017 et disait moi, je vais tout régler, les politiques de ces 20 dernières années, je suis d'accord avec vous, désindustrialisation, moi, je vais réindustrialiser, etc. Donc, ça pouvait... quand on le connaissait, on savait que ça partirait pas dans ce sens-là, mais dans le discours, en tout cas, ça pouvait partir dans ce que vous dites. Donc, le gouvernement d'Emmanuel Macron est très content, lui, de sa politique depuis 2017. Bruno Le Maire déclarait encore ceci fin août. Depuis 2017, notre politique économique avec Emmanuel Macron donne de très bons résultats, je le cite. Une croissance cumulée a été supérieure à celle de l'Allemagne, de l'Italie, de l'Espagne. Depuis 2017, nous avons réussi à créer 2 millions d'emplois en France. Nous sommes devenus la nation la plus attractive d'Europe pour les investisseurs étrangers. Nous avons ouvert 300 usines et créé plus de 100 000 emplois industriels. Depuis 2017, la France a repris son destin en main et est redevenue la nation des possibles. Assez avec le pessimisme, assez avec le dénigrement national, place à la fierté collective. Est-ce que vous partagez cet engouement ? C'est très bien d'avoir une fierté collective, mais je crois qu'on peut interroger les industriels, on peut interroger les gens qui travaillent dans ces secteurs. Effectivement, ce bilan est très exagéré, en quelque sorte. Il y a eu sans doute de bonnes choses, c'est-à-dire que la désindustrialisation qui avait été encore très importante sous les mandats de Nicolas Sarkozy et de François Hollande a été relativement stoppée en France. On est très loin d'une vraie réindustrialisation. La part de l'emploi manufacturier dans l'emploi total continue de diminuer, mais en termes d'emploi absolu, d'usines, etc., l'hémorragie est à peu près stoppée. Mais pour les autres aspects, je crois qu'on peut être quand même un petit peu plus critique du bilan d'Emmanuel Macron et des présidents qui l'ont précédé. C'est-à-dire que sur le plan du chômage, il y a réellement une baisse du chômage en France avec la création d'emplois, ce qui est une excellente chose. Mais il y a 2 points à noter. C'est d'une part le phénomène global du chômage, c'est-à-dire le chômage, le sous-emploi et le halo du chômage. Sous-emploi, c'est les gens qui travaillent un peu mais qui voudraient travailler plus. Et le halo du chômage, c'est des gens qui ne sont pas comptés comme chômeurs mais qui souhaiteraient quand même travailler. Eh bien, ce phénomène reste massif en France. C'était au début de l'année 5,4 millions de personnes, en baisse depuis le début du mandat d'Emmanuel Macron, mais qui reste un phénomène massif. On est très très loin de ce que le gouvernement appelle le plein emploi. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut voir la qualité des emplois qui sont proposés. C'est-à-dire que quand on regarde d'un point de vue qualitatif, la France se classe aujourd'hui dernière en Europe en termes des conditions de travail, notamment les conditions, les contraintes physiques, par exemple. Sur les contraintes physiques, nous faisons moins bien que les Allemands, que les Italiens et que les Britanniques. En termes de conditions globales, la France se classe donc très mal en Europe. Et en plus de ça, il y a une montée de la précarité, et c'est-à-dire que la baisse du chômage, de ce point de vue-là, est un petit peu en trompe-l'œil. On le voit par exemple avec les transferts sociaux. C'est-à-dire que la baisse du chômage devrait s'accompagner d'une baisse des transferts sociaux, puisque les gens ont un travail et sont capables de gagner de quoi vivre. Eh bien, ce n'est pas du tout ce qu'on observe. Pendant le mandat d'Emmanuel Macron, les transferts sociaux liés à la pauvreté, au logement et au chômage
ont plutôt stagné, voire augmenté en France et non pas baissé. Donc, cette baisse du chômage doit être mise en parallèle avec la question de la précarité. Et les dernières choses pour la situation de la France, si on regarde la question de la cohésion sociale, si on regarde l'état de notre démocratie ou si on regarde quelque chose comme le pouvoir d'achat, on voit bien que dans tous ces domaines, l'échec est quand même relativement patent. Pour prendre le pouvoir d'achat, le but normalement de la croissance économique dont se réjouit Bruno Le Maire, c'est que le pouvoir d'achat soit un problème résolu par la croissance. Ce dont on s'aperçoit, c'est que ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas du tout le cas parce que d'abord, les taux de croissance sont beaucoup trop faibles pour réellement résoudre la question du pouvoir d'achat. On ne va pas revenir à la croissance des 30 glorieuses. Et la deuxième chose, je crois, c'est que le gouvernement prend les choses sous le mauvais angle, à prendre à chaque fois la question de la compétitivité avant tout, parce que la question de la compétitivité pointe vers la question des exportations. L'obsession du gouvernement, c'est que la France exporte plus auprès de nos partenaires commerciaux pour pouvoir rétablir la balance commerciale. Le problème, c'est que nous exportons plus, année après année depuis longtemps, mais nous importons de plus en plus. C'est-à-dire que notre problème, ce ne sont pas les exportations, ce sont les importations. Nous importons de plus en plus des produits que nous ne fabriquons plus nous-mêmes. Donc la question qui devrait être mise au premier plan est la question de la consommation. Dans ce livre, vous faites aussi des constats et vous dites qu'on vit au-dessus de nos moyens. Alors, c'est un petit peu ce que vous commenciez à expliquer. Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter ça ? Alors, je crois que c'est quelque chose, le fait d'accepter que nous vivions au-dessus de nos moyens est quelque chose d'important. Là encore, c'est un vocabulaire qui est relativement, disons, accepté à droite, mais la gauche est beaucoup plus mal à l'aise avec ça. Et je crois que c'est une des raisons pour lesquelles, en tout cas auprès des classes supérieures ou auprès des médias, disons, dominants, eh bien, la gauche souffre d'un déficit de crédibilité pour cette sorte de refus de reconnaître que nous vivons au-dessus de nos moyens. Ce qu'il faut, c'est ne pas regarder ça uniquement sous l'angle du déficit public, comme cela est fait généralement dans le débat civique. Il y a plusieurs aspects à prendre en compte là-dedans. Il y a d'abord le déficit commercial, ça veut dire que nous consommons plus que ce que nous produisons, et a priori, la solution ne va pas venir tout le temps de la production et des exportations, mais plutôt des importations et de la consommation. Cela aussi à prendre sous un angle écologique. Ça paraît évident, donc je n'insiste pas là-dessus, mais nos modes de consommation, notre niveau de consommation n'est pas soutenable à l'échelle de la planète. Aujourd'hui, si on prend la consommation d'un Européen, c'est 22 tonnes de matière, en comptant les combustibles fossiles, la biomasse, les métaux, les minerais non métalliques. La consommation d'un Africain, ça doit être 4 tonnes et la consommation d'un Indien, 5 tonnes. Si le volume de consommation d'un Européen était la norme à travers le monde, nous serions dans des problèmes écologiques encore plus importants que ceux que nous connaissons aujourd'hui. Donc il y a une nécessité de revoir nos modes de vie du point de vue écologique. Et là, sous cet aspect, nous vivons effectivement réellement au-dessus de nos moyens. Et la dernière chose, et là c'est à l'échelle de la France, c'est je crois la question des services publics au sens large. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, nous ne mettons pas assez d'argent pour notre projection dans l'avenir, à savoir l'éducation, la santé, tout ce qui permet la cohésion sociale et, disons, le classement de la France ou la projection de la France dans l'avenir. Et nous ne mettons pas assez d'argent dans les services publics en France parce qu'il y a ces politiques d'austérité qui ont été menées depuis quelque temps et il va falloir que l'on accepte un certain rééquilibrage entre ce que nous mettons dans notre consommation matérielle et ce que nous mettons dans des choses aussi utiles que les services publics de santé, d'éducation, etc. Vous dites aussi que les politiques de compétitivité, donc de toujours vouloir faire moins cher, etc., de nous aussi devoir être moins cher, vous parlez qu'il y a beaucoup de dommages collatéraux qu'on peut forcément parfois ne pas se rendre compte avec tous les idées reçues, les clichés, etc. Par exemple, il y a eu une hausse des impôts non progressifs, donc ceux qui sont le plus injustes en fait envers les classes populaires, les classes moyennes. Est-ce qu'il y a d'autres dommages collatéraux comme ça qu'on n'a pas forcément vus à travers les lignes ? Alors, les dommages collatéraux, juste pour bien expliquer, c'est que les politiques de compétitivité coûtent cher à la nation. Parce que la principale, disons, politique de compétitivité menée, il y en a plusieurs, j'en parle dans le livre, mais la principale, c'est la baisse du coût du travail. Pour baisser le coût du travail en France, eh bien, la politique, ça a été de baisser les cotisations sociales avec des allègements, des exonérations, etc. En termes de volume, c'est à peu près 3 points de PIB chaque année. C'est dans ces eaux-là. Donc, c'est quelque chose d'assez massif.
pour financer ces cotisations sociales, c'est pas juste de l'argent mis dans un puissant fond, c'est de l'argent qui sert à payer la protection sociale, à payer pour l'hôpital public, pour les prestations de santé, pour les retraites, etc. L'argent qu'on ne met pas là-dedans, il faut qu'on le trouve ailleurs. Pendant un long moment, ça a été à travers des impôts, et notamment des impôts non progressifs. Le plus connu, c'est la CSG, CSG-CRDS. C'est un impôt avec un taux fixe. Donc, mécaniquement, comme la TVA, il pèse plus en bas de l'échelle sociale qu'en haut de l'échelle sociale. Parce qu'au nom de la compétitivité et de l'attractivité, l'impôt sur les entreprises et l'impôt sur les revenus ont plutôt eu tendance à diminuer, voire à disparaître quand on parle de l'ISF. Donc là, c'est un des dommages collatéraux. Mais depuis, comme les impôts ne peuvent pas augmenter sans fin et la révolte des Gilets jaunes a bien montré que le coût social est trop important d'une augmentation des impôts, eh bien, la principale politique, mais qui a été menée depuis fort longtemps, c'est une politique de maîtrise, ce qu'on appelle maîtrise des dépenses publiques. Et cette maîtrise des dépenses publiques, qui en fait est surtout une maîtrise des dépenses de fonctionnement, c'est-à-dire tout ce qui touche aux services publics, est de cette manière directement liée à notre volonté de baisser le coût du travail au nom de la compétitivité. Et juste pour avoir les ordres de grandeur en tête, parce que j'ai parlé d'austérité et je sais que ça fait débat, et pour justifier, j'essaye de le faire dans le livre, cela, il faut savoir qu'en France, dans les 40 dernières années, les dépenses publiques en part de PIB ont beaucoup augmenté. Mais si on prend les dépenses de fonctionnement qui sont directement les services publics, tous les salaires des agents de la fonction publique et tout ce dont ils ont besoin pour travailler, eh bien, ce n'a pas augmenté dans les 40 dernières années. En 1980, à la fin du mandat de Valéry Giscard d'Estaing, on était à 18 points de PIB. Nous sommes aujourd'hui à 18 points de PIB mis là-dedans, sachant qu'entre-temps, il y a quand même une petite différence, c'est que la population a vieilli, donc l'hôpital public a de plus en plus de besoins, c'est que l'enseignement, de plus en plus de personnes sont allées au niveau du bac, donc il y a de plus en plus de besoins pour l'enseignement supérieur, qui vit une cure d'austérité, je crois, sans précédent dans l'histoire récente de la France, et dans beaucoup d'autres domaines, que ce soit la justice, l'environnement, la défense, etc. Nous avons plutôt à faire face à des besoins en croissance plutôt qu'à des besoins en décroissance. C'est intéressant parce que ce qu'on redécouvre dans ce livre, ou même ce qu'on peut découvrir tout court, c'est que les politiques de compétitivité qui nous sont vendues comme pour faire des économies, parce qu'il faut faire attention, etc., j'ai l'impression que finalement, elles nous coûtent plus cher que ce qu'elles nous rapportent. C'est un calcul qui est intéressant de mettre dans le débat public, mais sur le long terme, je crois que nous sommes en train nous avons pris et nous continuons de prendre des décisions qui nous ferment réellement des voies d'avenir. Quand on regarde, par exemple, pour l'éducation, le déclassement des élèves français à chaque étude internationale depuis disons 10 ou 20 ans, c'est quelque chose qui va poser problème, même d'un strict point de vue économique, à la France dans les décennies à venir. Il faut peut-être quand même mettre ça en relation avec le fait qu'à la fin des années 1990, les dépenses intérieures d'éducation en France, c'était 7,7% du PIB. En 2019, donc avant la crise du Covid, c'était 6,6% 6,6 points de PIB mis dans l'éducation. La baisse de l'investissement éducatif a forcément des conséquences en termes de déclassement et autres. Pour l'hôpital public, je crois que ça ne fait plus débat. Pour la justice, la police, le constat est le même. Et on peut voir ça dans la plupart des secteurs de l'action publique. Donc les économies que l'on fait sont malheureusement souvent des économies de court terme qui risquent de nous coûter très cher sur le long terme. Et c'est pour ça qu'il est important d'insister sur la nécessité de ne pas sous-financer les services publics. Il faut savoir que toutes les dépenses publiques sont ajoutées au PIB. Ce sont des dépenses qui sont comptées en ajout du PIB et pas en moins. Mais ce qui est intéressant là pour dire ça, les dépenses improductives et les dépenses productives, il y a cette idée, notamment dans le gouvernement actuel, que les dépenses dans l'économie marchande sont toujours bonnes et productives et les autres non. Ça veut dire que l'on préfère, soutenir des emplois à bout de bras, par exemple de livraison dans les métropoles pour livrer tout et n'importe quoi à n'importe quelle heure pour les cadres des métropoles, alors qu'à côté, nous faisons tout pour ne pas augmenter le nombre d'emplois d'infirmières à l'hôpital public qui, pourtant, a un bénéfice social réel. Et je crois que ça nous amène à des choix relativement absurdes parce que nous finançons, bien sûr, les emplois de livraison à travers la prime d'activité, à travers des filets sociaux qui ne sont pas payés par des cotisations, etc.,
etc. Donc il y a un peu un choix d'allocation des ressources sur lequel on pourrait débattre. Justement, il y a aussi toute une obsession autour des prestations et des transferts vers les ménages et les entreprises. Donc, parlons-en. Si on ne doit pas toucher aux politiques de compétitivité, il faut bien trouver d'autres coupables. Alors, on va regarder un petit extrait. C'est un constat qu'on peut tous faire. Le nombre et le coût des arrêts maladie augmentent. C'est évidemment autant d'argent qui ne peut pas aller au financement de notre hôpital, au financement de notre politique du médicament. Donc je pense que tout le monde a intérêt à ce qu'on puisse contenir les dépenses liées à ces arrêts maladie. Une partie de la hausse, il faut le dire aussi, est liée à l'augmentation du nombre de salariés. C'est donc le revers, on va dire, de la bonne nouvelle d'un taux d'activité qui est plus élevé qu'il n'a jamais été. Mais donc je pense qu'on doit travailler ensemble et il n'y aura pas une décision descendante venant du gouvernement sur la bonne méthode pour y parvenir, mais nous devons ensemble, médecins, assurance maladie, gouvernement, employeurs, salariés, trouver la façon de contenir ces dépenses. Mais en tout cas, il n'y aura pas une décision unilatérale qui tomberait sur les entreprises. C'est Elisabeth Borne qu'on vient de voir, Première ministre, qui pointe du doigt les arrêts maladie il y a quelques jours lors de la rencontre des entrepreneurs de France, Université d'été du MEDEF. Il y a aussi le projet d'augmenter la franchise médicale, toujours dans cette idée qu'on manque d'argent et que tout le monde doit faire un effort. Est-ce que c'est une stratégie, ça, de pointer ce genre de choses pour récupérer quelques sous par-ci par-là, pour ne pas toucher au système en place ? La question des arrêts maladie est une question sérieuse et effectivement, il faut s'y pencher sérieusement, mais peut-être qu'il faut prendre sous l'angle du mal-être au travail ou des problèmes, des conditions de travail aujourd'hui en France. La sociologue Dominique Méda a beaucoup travaillé là-dessus avec les classements européens, etc. On voit bien que la France a un vrai problème de mal-être au travail. Je ne sais pas comment veut s'y prendre Elisabeth Borne, mais il est à craindre que la solution choisie soit plutôt une solution plus répressive, c'est-à-dire rajouter une couche de contrôle, de bureaucratie, etc. sur la question des arrêts maladie, plutôt qu'essayer de voir en profondeur pourquoi est-ce qu'il y a une augmentation. Est-ce que vraiment c'est que les gens ont juste envie de profiter de week-ends plus longs, etc. Ou est-ce qu'il y a un mal-être plus profond dans le pays ? Mais il est clair que dans tous les domaines de l'action publique, le besoin d'argent se fait sentir et conduit à des mesures, disons, de restriction. Il ne faut pas croire que ce soit toujours négatif. Il y a sans doute des choses à faire et il y a sans doute aussi de la gabegie dans les dépenses publiques ou dans les différentes prestations ou retraites, etc. Il y a des réflexions à mener, c'est-à-dire que l'ensemble des revenus de la nation n'est pas extensible indéfiniment. Il y a des enjeux de répartition et comment les répartir au mieux. Mais on s'aperçoit qu'il y a plusieurs angles pour regarder ces questions-là. Par exemple, on sait bien qu'il y a un manque de prévention au niveau de la santé en France. Si l'on luttait davantage contre les déserts médicaux et contre le fait que des populations les plus vulnérables n'aient pas accès à des médecins, à des spécialistes et autres, cette désertification et ce manque de soins, ce défaut de soins, a un coût en fait au final pour la société. Les économies qu'on croit faire de bout de chandelle d'un côté ont un coût derrière. Comment ? En engorgement des urgences, bien sûr, et des pathologies qui pouvaient être soignées dès le départ vont s'aggraver et donc vont avoir un coût encore plus important pour la société, sans parler bien sûr quand même de l'élément central, qui est qu'une partie de la population se trouve dans des conditions sanitaires relativement déplorables. C'est vrai que dès qu'il y a une volonté de faire des économies, on va aller chercher quelques milliards par-ci par-là sur une aide sociale, sur une allocation, ce qui après engendre des débats qui peuvent être parfois forcément faussés et qui peuvent mettre toujours la faute sur les mêmes, c'est-à-dire les classes populaires et même classes moyennes maintenant. Et d'ailleurs, vous dites qu'Emmanuel Macron donne plutôt raison à l'anthropologue David Graeber. Tous les pays riches emploient aujourd'hui des légions de fonctionnaires dont la mission principale est de donner aux pauvres mauvaise conscience. Est-ce qu'il y a un vrai travail à casser cette idée reçue que les plus pauvres nous coûtent trop cher ? Je ne suis pas du tout spécialiste du sujet, mais beaucoup de sociologues, de politistes et autres travaillent sur ces sujets et je crois que leurs conclusions vont plutôt effectivement dans ce sens-là.
En général, quand ces sujets viennent dans l'espace public, c'est sous l'angle de la suspicion. Dans l'espace public, je veux dire dans la parole gouvernementale, sous l'angle de la suspicion vis-à-vis d'une catégorie qui maintenant s'est imposée dans le débat public, la catégorie des assistés. Le problème, c'est que c'est un peu un serpent qui se mord la queue, parce que la dégradation des conditions de travail, la montée de la précarité, induit une augmentation de la dépense aux prestations sociales, qui à son tour crée un cercle vicieux dont on a beaucoup de mal à sortir. Le chômage de masse, ou en tout cas le phénomène général du chômage de masse, a créé des dépendances importantes d'une partie de la population aux transferts sociaux, qui est dommageable pour les finances publiques, bien sûr, mais également pour cette partie de la population, et je crois pour la population en général, car ça focalise le débat public sur des sujets qui ne sont pas les sujets les plus déterminants de notre situation socio-économique, et ça crée des inégalités qui sont malheureusement dommageables pour le pays. Juste pour prendre un chiffre, dans les années 1960, les transferts sociaux liés au logement, liés au chômage et liés à la pauvreté, c'était moins de 1 point de PIB. Aujourd'hui, je crois, en 2021, c'était plus de 4 points de PIB. Cette augmentation des transferts sociaux, qui est dénoncée à travers l'assistanat, etc., se comprend, je crois, assez bien avec notamment le phénomène de la désindustrialisation, de la précarité, de la métropolisation, c'est-à-dire la concentration dans les métropoles qui fait que le coût du logement est devenu beaucoup plus important et qu'il faut des aides pour les classes populaires pour se loger, etc. etc. Donc ce sont des problèmes qu'il faudrait sans doute prendre sous un autre angle. Ils ont souvent omis aussi tous les transferts envers les entreprises, toutes les subventions, tous les allègements dont on a déjà parlé. J'ai l'impression, et vous le dites aussi, qu'il y a un fort enjeu de classe dans cette impasse de la compétitivité. Je m'explique, on croit que les classes populaires jouent un rôle moindre dans la création de la valeur ajoutée et sont même des boulets, en fait, quand on parle de tous ces transferts-là, alors que les classes supérieures sont celles qui contribuent en fait finalement le plus au fait que nous vivons au-dessus de nos moyens sur le plan économique ou commercial ou alors écologique. On le sait très bien que l'empreinte carbone de la classe supérieure est beaucoup plus grosse en fait que celle des classes populaires. Donc il y a un vrai aussi enjeu de classe dans cette lutte contre les politiques de compétitivité. Je crois qu'on commence à en prendre conscience, mais la désindustrialisation a été un immense échec ou problème pour les classes populaires, ou disons pour le grand nombre. Quand je dis les classes populaires, c'est les classes populaires au sens large, classe moyenne incluse. J'en parlais dans le livre précédent. Le déséquilibre a été d'autant plus marqué qu'une fois que les classes populaires ne participent plus activement, disons, à la production des biens qui nous entourent, aujourd'hui, quand même, si on prend les biens fabriqués, c'est-à-dire l'industrie manufacturière hors agroalimentaire, il y a seulement un septième de la valeur des biens que les ménages consomment qui est made in France. Tout le reste vient d'ailleurs. Donc forcément, la contribution des classes populaires à la production nationale a été en quelque sorte complètement invisibilisée. Et à côté de ça, la volonté de se spécialiser, qui a été longtemps la norme, disons, dans la classe dirigeante française, dans les services à haute valeur ajoutée, ont énormément valorisé le travail des cadres supérieurs qui, l'air de rien, ont quand même besoin de beaucoup de personnes dans les services, dans la construction, dans les usines, etc., pour pouvoir travailler. Et ça a été complètement invisibilisé et ça participe au déséquilibre très important entre classes sociales que l'on voit aujourd'hui en France, qui commence à changer, je pense, depuis les Gilets jaunes, où on a pris conscience que ce déséquilibre était non seulement non durable d'un point de vue de cohésion sociale, mais même souvent totalement injuste par rapport aux choix politiques qui ont été faits. Et la deuxième chose, oui, c'est, je crois, un point très important. Quand on se concentre uniquement sur le déficit public, donc le déficit public, on regarde les prestations sociales et on a l'impression que ce sont les classes populaires qui coûtent cher au pays, alors que les classes supérieures rapportent énormément. Je crois que si on regarde l'écologie, comme vous l'avez dit, ou même la balance commerciale, le bilan n'est pas exactement le même. C'est-à-dire que du point de vue écologique, il est clair qu'il y a des différentes valeurs qui circulent, mais si on prend les 10% des ménages les plus aisés et les 10% les moins aisés, eh bien, les 10% les plus aisés émettent 2 fois plus de gaz à effet de serre pour l'alimentation et le logement,
3 fois plus pour les transports et 4 fois plus pour les services et tous les biens de consommation. Donc ce sont eux qui ont la plus grande responsabilité dans la situation environnementale qui est la nôtre. Mais quand on prend le déficit commercial, la pénétration des objets importés dans la consommation est à peu près la même à toutes les échelles de revenus. Mais comme les échelles de revenus supérieures ont beaucoup plus de moyens et consomment beaucoup plus, elles ont une responsabilité beaucoup plus grande dans les importations. C'est-à-dire que quand on roule dans une voiture très puissante, il y a de grandes chances qu'elle soit importée et qu'elle pèse sur la balance commerciale. Quand on voyage très loin, il y a de grandes chances que ça pèse sur la balance du tourisme. Quand on achète les derniers gadgets à la mode, ils n'ont pas été fabriqués en France, etc. Donc je crois que c'est aussi une manière de regarder la situation avec, disons, sous un autre œil. Vous avancez et ou soutenez des idées, des pistes, hein, évidemment, dans ce livre. Ce qui est beaucoup revenu, c'est la sobriété, donc moins consommer, différemment, etc. et relocaliser, drastiquement baisser nos importations et que les deux peuvent totalement faire la paire. C'est aussi dans la bouche des néolibéraux et de l'exécutif, ce mot réindustrialisation, on en a parlé. Sur le Média, on avait pas mal décrypté le plan de réindustrialisation présenté par Emmanuel Macron en avril dernier et c'est clairement le sujet de votre livre. L'exécutif vise des domaines de pointe, de haute technologie et mise avant tout sur la compétitivité. On va regarder. Il y avait une forme d'incohérence dans le débat public français. Il faut être honnête. C'est-à-dire on défendait tous l'industrie, mais on était contre les réformes qui le permettaient. C'est-à-dire on était pour l'industrie, mais pour taxer beaucoup plus le capital. On était pour l'industrie, mais pour complexifier le droit du travail. Bon, l'expérience a été faite, ça ne marche pas. Si vous avez un droit du travail plus compliqué que les voisins, si vous taxez plus le travail et le capital, vous créez moins d'emplois parce que les industriels vont s'installer ailleurs. Et je le dis ici avec beaucoup de clarté, j'entends les gens qui disent qu'il faudrait un tournant, ceci, cela. Ce qui marche le mieux, c'est de ne pas le casser. Je vous le dis en toute sincérité. Donc, j'aurai une politique de constance sur le plan macroéconomique. Qu'a besoin de faire notre pays? De continuer d'être compétitif sur le capital, le travail, l'innovation, de continuer d'être fiable et clair sur sa stratégie, et d'augmenter la quantité de travail. Et c'est dans cette stratégie que s'inscrit la réforme des retraites. Je le dis aussi avec beaucoup de clarté, en l'assumant de manière très claire et très tranquille. Si la France s'est désindustrialisée et a une faiblesse par rapport aux voisins, et les 10 points de PIB par habitant d'écart avec l'Allemagne, c'est que nous travaillons moins que nos voisins dans le cycle de vie. C'est qu'il y a moins de jeunes qui sont dans l'emploi, c'est qu'on travaille moins dans les âges clés, et c'est qu'on travaille moins longtemps. Et ce n'est pas vrai qu'on réindustrialisera si on concentre ça. Et ce n'est pas vrai qu'on aura le modèle social le plus ambitieux d'Europe si on dit c'est formidable et ça va vivre de toute éternité. Non. Donc on doit aussi réussir la bataille pour aller vers le plein emploi et plus d'emplois. Mais donc, on doit aussi avoir une industrie compétitive. Donc là, Emmanuel Macron a quand même abordé pas mal de thèmes qui sont présents dans votre livre. Qu'est-ce que vous en avez à dire de ce court passage qui révèle quand même pas mal de choses? Alors, il y a plusieurs choses. Je crois qu'on voit effectivement que la compétitivité, j'ai une section là-dessus, et je crois la colonne vertébrale idéologique d'Emmanuel Macron. C'est que c'est ce pourquoi il se bat. Il a vécu énormément de crises pendant son quinquennat, les gilets jaunes, le Covid, la guerre en Ukraine et en toile de fond tous les problèmes climatiques que l'on connaît. Et sur ce point-là, je crois qu'il n'a pas du tout varié, et c'est ce qu'il réaffirme ici, il n'a pas du tout varié parce qu'il pense sincèrement, je crois, que le problème principal de la France est un problème de compétitivité. Même si, et je crois qu'il est important de mettre ça davantage dans le débat public, ce qui devrait nous sauter aux yeux, ou ce qui devrait sauter aux yeux, peut-être pas d'Emmanuel Macron, mais au moins de son entourage ou de ses soutiens, c'est qu'il y a quand même un contraste très fort entre l'effort de compétitivité que l'on fait et le fait que notre balance industrielle et même uniquement balance manufacturière hors énergie se dégrade aujourd'hui en France. Et ce que l'on voit quand Emmanuel Macron parle de réindustrialisation, c'est effectivement que pour lui, la réindustrialisation, c'est dans une optique d'exportation. Il faut que la France se positionne sur les secteurs à plus forte valeur ajoutée, l'hydrogène, le cloud, le quantique ou tous les batteries, etc. Ce sont des choses importantes, sans doute, et la France, il faudrait analyser entre les contraintes géopolitiques, écologiques, etc., mais il y a sans doute des choses à faire. Mais ce qui est oublié, c'est l'ensemble du reste des industries. Et c'est pour ça que je préfère parler de relocalisation. Relocalisation, c'est produire les biens dont nous avons
avons besoin et que nous consommons. Donc pas dans une optique d'augmentation des exportations, mais plutôt de baisse des importations. C'est quelque chose qui peut être tout à fait associé à la sobriété, et je crois que c'est pour ça qu'il faut associer sobriété matérielle et relocalisation industrielle, parce que la relocalisation, la production locale a des avantages d'un point de vue écologique, moins de transport, mais surtout une électricité bas carbone en France, qui n'est pas le cas chez la plupart de nos partenaires, et des normes environnementales beaucoup plus contraignantes que ce qui se fait ailleurs. Il y a une époque où, à La Rochelle, étaient raffinés les terres rares qui sont aujourd'hui raffinées en Chine. Bon, pour nous, ça ne nous change rien parce qu'on continue de consommer les mêmes produits. Mais pour l'environnement, d'une manière globale, même s'il y avait des pollutions à La Rochelle, elles étaient sans doute moindres que ce qui se fait en Chine, où les normes environnementales sont beaucoup moins importantes. Et la dernière chose, c'est que tout le mouvement de délocalisation et donc de production dans des pays où, disons, les prix ne reflètent pas la réalité écologique et sociale du travail fourni, ces délocalisations nous ont permis de surconsommer des voitures plus sophistiquées, plus grosses, de voyager plus loin, de consommer plus de vêtements, etc. Ce qui, a sans doute des avantages, mais aujourd'hui, dans un monde avec autant de tensions géopolitiques, des besoins de résilience et les problèmes écologiques, nous sommes obligés d'ouvrir les yeux sur les défauts qu'a une telle surconsommation. Eh bien, la relocalisation permet justement d'aller dans le sens inverse, parce que relocaliser, c'est-à-dire produire dans des conditions écologiques et sociales beaucoup plus dignes, mais accepter le fait que les produits n'aient plus et un surcoût lié au fait que les emplois sont locaux et profite à l'économie locale. Donc c'est pour ça que je fais la distinction entre réindustrialisation telle que l'entend le gouvernement dans une optique de compétitivité et d'exportation, et la relocalisation dans une optique de sobriété matérielle et de réduction des importations via un changement du côté de la consommation. Comment composer, par exemple, avec les pays du Sud avec lesquels on échange énormément, sans mettre à mal leur économie à eux ? C'est un point important, et il faut bien sûr que les politiques de relocalisation soient pensées dans une optique globale, parce que nous ne sommes pas seuls au monde et tout ce qui touche à des partenaires commerciaux a un impact. Il faut néanmoins se rendre compte que les deux plus grands déficits commerciaux de la France, ce sont la Chine et l'Allemagne. Ce sont les deux pays avec desquels nous importons le plus de biens par rapport à ce que nous exportons. L'Allemagne engrange des excédents faramineux depuis 20 ans et je pense n'a pas de problème de ce côté-là. La Chine engrange également des excédents faramineux et s'en sortira très bien avec ou sans le déficit vis-à-vis de la France. Mais en revanche, pour des pays d'Asie du Sud ou pour des pays d'Afrique, là, il y a une vraie réflexion à avoir sur comment à la fois nous sommes capables de relocaliser certaines industries, sachant que la relocalisation touchera de toute façon qu'une partie des industries, parce que nous ne sommes pas capables de tout produire, loin de là, et ce n'est même pas désirable. C'est une partie, bien sûr, de la production industrielle. Mais voir comment, dans ces pays, avoir des vraies politiques sachant que le monde va vers une situation beaucoup plus tendue, comment on aide ces pays, comment on travaille avec eux pour qu'ils soient capables également de devenir plus résilients, c'est-à-dire eux-mêmes moins dépendants de mono-exportation comme on a souvent imposé à beaucoup de pays, et eux-mêmes capables de produire davantage ce dont ils ont besoin pour leur consommation intérieure. Vous mettez aussi énormément en avant, donc, dans la même veine que la relocalisation, la sobriété matérielle. Est-ce que ça, c'est entendable aujourd'hui pour les Français de dire vous consommerez moins, alors que c'est des fois le petit plaisir du fin de mois quand on n'a pas beaucoup d'argent, ou alors sachant que les classes populaires sont déjà dans la sobriété matérielle contrainte, comment un peu faire accepter ce discours ou même le porter, tout simplement ? C'est un problème très compliqué et vous aurez remarqué que personne ne semble porter ça directement dans le débat public aujourd'hui. Et pour beaucoup de raisons légitimes, à commencer par la question du pouvoir d'achat, qui est une question réelle. Prenons le problème du pouvoir d'achat. Comment le gouvernement compte régler le problème du pouvoir d'achat ? Par la croissance économique, plus de croissance économique pour produire des biens et donc pouvoir consommer plus de biens, etc. Le problème, c'est que la croissance économique est relativement atone et ne va pas revenir au niveau qu'on connaissait dans les 30 Glorieuses, à 3, 4 ou 5% de croissance chaque année. Ce n'est pas envisageable. Et quand on regarde l'état du monde actuel, on a
plutôt tendance à penser que dans les décennies à venir, le coût de l'énergie risque d'augmenter et les contraintes, par exemple les contraintes géopolitiques de tensions avec la Chine ou les problèmes sur les approvisionnements risquent peut-être au contraire de jouer à la baisse sur la croissance. Donc ça ne me paraît pas crédible sur le long terme de résoudre le problème du pouvoir d'achat de ce côté-là. Il y a un autre aspect qui sont les dépenses contraintes, avant tout le logement. Là, il y a bien sûr des politiques d'aménagement du territoire, des politiques de réindustrialisation sur lesquelles il faut réfléchir. Et c'est un point très important sur lequel le gouvernement devrait davantage s'investir, la question des dépenses contraintes. Mais ensuite, l'immense majorité de ce que l'on consomme, ce sont les besoins de consommation. Et ce qu'il faut comprendre, ou ce qu'il faut à nouveau comprendre, c'est que les besoins de consommation ne sont pas donnés dans l'absolu. Il y a, à la fin des années 1970, la satisfaction des Français vis-à-vis de leur pouvoir d'achat était 2 fois plus élevée qu'en 2019, avant la crise du Covid et tous les problèmes qui en ont résulté. Alors qu'à l'époque, on consommait beaucoup moins en volume, on voyageait moins loin, les voitures étaient plus petites, etc. Qu'est-ce qui s'est passé ? La différence, ce n'est pas le volume de consommation, c'est le volume de consommation ou ce que l'on peut se payer par rapport à ce que la société nous pousse à acheter. Le problème que l'on a en France depuis la crise de 2008, c'est que le pouvoir d'achat stagne plus ou moins, surtout en bas de l'échelle sociale, alors que le coût du logement a tendance à augmenter. Le pouvoir d'achat donc stagne, mais en même temps, les besoins n'arrêtent pas d'être augmentés, d'être renouvelés, etc., à travers la communication, la publicité, la comparaison et autres. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de nouvelles dépenses liées, par exemple, au numérique qui viennent s'ajouter aux autres dépenses, ou quand on prend la voiture entre 2010 et 2020, eh bien, le coût des voitures a augmenté plus vite que le SMIC, et donc le nombre de mois de SMIC nécessaires pour s'acheter une voiture a augmenté, du fait de l'électronique, du fait du volume des voitures, du fait des normes de sécurité et de beaucoup d'autres choses. Bon, ce qu'il faut, et ce qui me paraît nécessaire, c'est de revoir nos besoins de consommation. Et pour ça, il faut se rendre compte que la consommation n'est pas un domaine qu'il faut uniquement laisser au libre jeu du marché, car cela va de plus en plus, c'est de plus en plus en décalage avec nos intérêts collectifs, quand ça se traduit par du déficit commercial, par une empreinte environnementale trop forte ou par des délocalisations. Il faut au contraire reprendre et réfléchir à ces questions des besoins pour les mettre en équation avec nos moyens, des moyens qui sont et qui resteront malheureusement relativement limités, même si la croissance est peut-être la plus forte en France par rapport à nos voisins européens. Alors, cette obsession avec la compétitivité et le tout moins cher, c'est le fil rouge pour toutes les réformes menées, notamment celle de la casse sociale et du Code du travail. On pense bien évidemment à la réforme des retraites qui a fortement ébranlé le pays et dont l'opposition était quasi majoritaire d'ailleurs. Et Olivier Dussopt, ministre du Travail, disait début 2023 « Aucune réforme depuis 1981 n'a suscité d'adhésion ». Est-ce que ce n'est pas un problème démocratique ? Il me semble que la compétitivité, c'est un de mes chapitres, effectivement, pose un vrai problème démocratique. C'est-à-dire que depuis les années 1980, si vous voulez, le tournant de la rigueur et autres, les élites françaises ou les dirigeants français, les gouvernants français, se sont persuadés qu'il nous fallait plus de compétitivité, plus d'intégration dans la mondialisation, une meilleure spécialisation dans la division internationale du travail, etc. Mais ils n'ont pas réussi à en convaincre les Français, ou en tout cas de moins en moins. On l'a vu avec le référendum de Maastricht en 1992. Les ouvriers et les employés ont majoritairement voté contre. On l'a vu en 2005, où là, c'est la population française dans son ensemble qui a majoritairement voté contre. Malheureusement, les gouvernants sont restés persuadés que nous n'avions pas le choix, il n'y avait pas d'alternative, la contrainte économique extérieure est trop forte, donc il faut continuer dans cette voie. Et c'est de là que date, disons, la division ou le gouffre le plus en plus important entre ce que veut une majorité de la population française, particulièrement dans les classes populaires, et ce que pense nécessaire le gouvernement. Ça se voit dans le fait qu'il n'y a plus de référendum en France, cela se voit dans le fait que les majorités sont quand même très faibles et les cotes de popularité s'effondrent juste après l'élection, et cela se voit dans le fait, par exemple, on l'a vu avec François Hollande, que la distance entre les promesses de campagne et la réalité, parce que, comme l'a dit Stéphane Le Foll, la politique de l'offre n'est ni de droite ni de gauche, mais nécessaire, et François Hollande a dit à peu près la même chose, la politique de l'offre,
Ce n'était pas mes promesses, mais c'était une nécessité. Bon, quand la nécessité s'impose, la place démocratique devient de plus en plus insignifiante. La population française n'est toujours pas convaincue par l'intégration à la mondialisation, etc. Donc le déficit démocratique, malheureusement, tant que l'obsession de la compétitivité restera première chez nos gouvernants, risque de se maintenir. Justement, sur cette nécessité, est-ce que, alors vous ne pouvez évidemment pas lire dans la tête de nos dirigeants, mais est-ce que les dirigeants étaient convaincus que c'était la nécessité pour le bien de l'intérêt général, ou est-ce qu'ils sont convaincus que c'est la nécessité pour garder le système établi qui est quand même très bénéfique pour les classes supérieures et les grandes entreprises? Les deux ne vont jamais l'un sans l'autre. Dans toute société politique où la politique est discutée publiquement, il y a à la fois une volonté d'intérêt général et des intérêts de classe. Et les deux se mélangent de diverses manières. Je dirais que il me semble, mais c'est discutable, mais que la plupart de nos dirigeants ont à cœur de défendre l'intérêt général, ont à cœur de défendre, en tout cas, la manière dont ils pensent l'intérêt général, mais que les intérêts de classe ont tendance à biaiser sans doute la manière dont ils voient l'intérêt général. On l'a vu pour la désindustrialisation. La désindustrialisation a été vécue très douloureusement par toute une partie du pays en France, mais comme c'est la partie la moins représentée au niveau des dirigeants et la moins en contact avec les dirigeants, eh bien quand je dis les dirigeants, c'est au sens large, même les journalistes, les chercheurs, les intellectuels, etc. C'est la partie de la population qui avait le moins de rapport avec cette classe dirigeante. Eh bien, ça a mis beaucoup de temps à émouvoir, disons, le personnel politique. Il a fallu attendre beaucoup de drames, et notamment les gilets jaunes, le Covid et la guerre en Ukraine, pour qu'il soit devenu consensuel de dire que la désindustrialisation a été une vraie catastrophe pour le pays. Donc vous parlez aussi, on y vient, de responsabilité politique, notamment de la gauche, que l'impasse de la compétitivité se compose du tripartisme, le fait que les partis politiques se sont perdus, gauche-droite confondus, montée du RN, etc., des médias dominés par les classes supérieures, des différentes crises, mais que cela n'efface pas une donnée majeure, la responsabilité des oppositions, en particulier RN et NUPS, dans le dysfonctionnement actuel de notre régime politique. Et vous dites qu'il y a un problème au niveau de la crédibilité économique du côté de la NUPS, notamment la France Insoumise. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? Nous entrons dans un terrain politique compliqué, et je veux dire, ce que je vais dire, c'est mon opinion qui est étayée par ce que j'ai étudié, mais c'est pas une opinion d'expert en quelque sorte. Quand on regarde l'état du rapport de force aujourd'hui, j'ai l'impression quand même que ce qui aujourd'hui fait que la NUPS ou la NUPES, ou comme on voudra, semble avoir aucune chance de parvenir à gagner les élections de 2027, c'est que sa base électorale est trop ténue. La stratégie, notamment chez LFI, c'est de se dire « nous allons conquérir les classes populaires ». C'est quelque chose qui est dit depuis longtemps, au moins 10 ans. Ça a peut donner quelques succès par-ci, par-là, mais on s'aperçoit quand même que ça ne suffit pas, et c'est même très loin de suffire. Et je ne vois pas ce qui va faire que d'ici 2027, ça va suffire. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui dans l'électorat de la gauche ? Ce sont les cadres et les retraités qui sont partis chez Emmanuel Macron en 2017. Donc les cadres et les retraités, d'ailleurs chez les retraités, et c'est quelque chose d'intéressant, c'est classe populaire et classe supérieure confondues. Autant l'électorat d'Emmanuel Macron est très clivé socialement chez les actifs, autant chez les retraités votent massivement du côté d'Emmanuel Macron ou pour la droite, mais classe populaire et classe supérieure confondues. J'ai l'impression, en tout cas, que pour cet électorat qu'on pourrait appeler, si vous voulez, de centre-gauche, ou l'ancien électorat PS qui est parti du côté d'Emmanuel Macron, sans cet électorat, j'ai beaucoup de mal à voir comment la gauche pourrait l'emporter en 2027. C'est-à-dire qu'à mon avis, et je sais que ça ne fait pas consensus, ce qu'il manque aujourd'hui à la gauche, c'est un pôle social-démocrate ou un pôle qu'on pourrait dire de centre-gauche, qui, d'un côté, ait compris le problème du mandat de François Hollande, ait compris le problème de l'obsession de la compétitivité, et je veux dire, tout mon livre est tourné là-dessus, en quoi est-ce qu'il faut une rupture, et une véritable rupture avec les conceptions qu'ont eu les dirigeants du Parti socialiste, au moins depuis les années 80, une rupture réelle du fait de l'état du monde et du fait de l'état de la société, mais en même temps, il est important de récupérer cet électorat-là
si l'on ne veut pas se condamner, à avoir une alternative, une fois de plus, entre, disons, le centre droit et l'extrême droite. Et pour ça, je crois que l'enjeu de la crédibilité économique est majeur. La notion de crédibilité économique a très mauvaise presse, notamment à gauche, parce que crédibilité économique égale déficit public, égale politique d'austérité, égale compétitivité, etc. J'essaie de montrer que ce n'est pas le cas. J'essaie de montrer même que la politique sociale et économique d'Emmanuel Macron ne me paraît pas spécialement crédible et qu'en tout cas, on peut essayer de le montrer. Mais l'enjeu de la crédibilité économique est clair, parce qu'aujourd'hui, si cet électorat préfère voter pour Emmanuel Macron plutôt que pour LFI ou plutôt que pour la NUPES, c'est parce qu'ils ont l'impression que la catastrophe serait qu'il y aurait une catastrophe économique à avoir la gauche au pouvoir. Je ne parle que des sujets socio-économiques, mais il y a bien sûr aussi beaucoup d'autres sujets qui s'articulent à ça, identitaires et autres, qui viennent complexifier tout ça. Et ce que j'essaie de dire dans ce livre, c'est qu'il me semble que le reproche adressé à la NUPES ou au programme économique de LFI n'est pas complètement, abusif. C'est-à-dire que quand on lit le programme de la NUPES, il y a à la fois la volonté de miser sur la consommation populaire et en même temps des exigences écologiques et des exigences de protectionnisme importantes. Mais ce que l'on a pour sûr, c'est la consommation populaire, 150 milliards de consommation populaire, tout de suite par décret, et ensuite des négociations pour plus de protectionnisme et des changements de mode de consommation, etc. Mais on a d'un côté quelque chose qui va arriver tout de suite, et de l'autre, des projets de long terme qui vont dépendre de nos partenaires et de beaucoup d'autres choses. 150 milliards de consommation populaire en plus, qu'est-ce que ça va se traduire par quoi? Ça va se traduire par davantage de déficit commercial, comme en 1980, sauf qu'en 1980, nous étions en excédent, aujourd'hui on est en fort déficit, donc notre situation est beaucoup moins avantageuse qu'à l'époque, et par davantage d'empreintes écologiques, parce que plus on consomme en volume, plus l'empreinte écologique est élevée. Et c'est pour ça que je crois que nous aurions intérêt à réfléchir autrement, réfléchir en termes de sobriété matérielle et de relocalisation industrielle, pour avoir à la fois une rupture avec les politiques de compétitivité, la possibilité d'un rééquilibrage nécessaire et même indispensable des rapports entre les différentes classes sociales en France, déséquilibrés en faveur des classes supérieures, mais en même temps quelque chose qui me paraisse plus crédible du point de vue géopolitique, du point de vue écologique et du point de vue économique pour la France. Vous voudriez que ce qu'il propose à long terme soit dans le court terme en même temps que la relance de la consommation? Il me semble que les deux choses à mettre en priorité en avant, c'est la question de la consommation. Il faut que la consommation revienne un enjeu de débat démocratique. Il n'y a pas de raison que la production, le gouvernement ait la main dessus, disent on va travailler 2 années de plus, on doit faire ci, on doit faire ça, et que la consommation, chacun est libre de faire ce qu'il veut, ce qui est en fait une démission face au marché ou aux grands groupes internationaux. Il faut que la consommation rentre dans le débat collectif parce qu'il y a des enjeux de nos intérêts collectifs majeurs qui se jouent à travers la consommation. Et la question de la relocalisation industrielle, parce que je crois que la question de la relocalisation industrielle qui s'accorde très bien avec la sobriété matérielle, la relocalisation industrielle est ce qui permet d'avoir une acceptabilité populaire à quelque chose qui est quand même un effort, c'est-à-dire revoir nos modes de consommation, bien sûr en commençant en haut de l'échelle sociale, bien sûr un effort collectif, etc., mais un effort quand même. La relocalisation industrielle, ça permet d'avoir plus d'emplois, des emplois sur les territoires, donc pas seulement en métropole, moins de déficit commercial et donc plus de rentrées fiscales à travers les cotisations sociales, etc., qui vont permettre de réinvestir enfin dans les services publics, qui est un des reproches majeurs et totalement justifiés formulés par les classes populaires, classes moyennes incluses, à l'égard des politiques sociales actuelles. En tout cas, merci beaucoup, Benjamin Briche. Je pense qu'on a fait le tour. Après, si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous pouvez évidemment lire le livre en entier, donc L'impasse de la compétitivité. Et merci à vous, chez vous, d'avoir suivi cet instant éco estival. La rentrée approche à grands pas. Et pour nous, cette année, le média, ce sera à la télé, la rentrée, mais surtout avec vous. D'ici la fin du mois d'octobre, vous aurez enfin un média libre et indépendant, populaire, des luttes. Le chantier comme le défi sont immenses. Spectateurs, abonnés, donatrices et sociaux, je vous dis à très vite.